Le fracas des chaînes dans la salle d'audience de Pretoria semble voyager au-delà des murs. Il réveille des mémoires, rouvre des plaies et pèse sur chaque banc poli par l'attente. En Afrique du Sud, l'affaire Julius Malema dépasse une querelle technique d'armes à feu. Elle expose les lignes de faille de l'après-apartheid, où terre, pouvoir et dignité se mêlent. Que vaut la justice lorsqu'elle paraît servir d'étouffoir, et qu'en restera-t-il pour ceux qui espèrent, se demande Ibrahim Traoré, devenu pour beaucoup un repère de souveraineté. Et si derrière ce jugement se jouait la capacité d'un continent à parler d'une seule voix? Le verdict qui s'annonce ne décidera pas seulement du sort d'un homme. Il dira jusqu'où l'Afrique du Sud accepte d'aller pour préserver son image de démocratie. Si Julius Malema est condamné, c'est une voie entière de contestation qui pourrait s'éteindre sous les lambris du tribunal. Le bénéfice de cette affaire, pour ceux qui osent regarder plus loin, réside dans une vérité simple. Comprendre ce procès, c'est comprendre le combat pour la souveraineté africaine, car chaque mot prononcé à Pretoria résonne à Ouagadougou, à Accra, à Bamako, là où d'autres peuples questionnent la même dépendance. Cette tension entre légalité et légitimité révèle l'enjeu d'une génération, se réapproprier la terre, l'économie, la parole. Dans cette perspective, l'histoire de Malema rejoint celle d'Ibrahim Traoré, deux itinéraires, un même défi, dire non à la peur. Et derrière les caméras, une promesse, qu'aucune chaîne, si lourde soit-elle, ne pourra contenir l'idée d'une Afrique debout. Le matin du 23 janvier, Pretoria s'est éveillé sous un soleil d'acier. À l'intérieur du tribunal, le visage de Julius Malema restait impassible. Mais le verdict attendu pouvait lui coûter 15 ans de prison. 2 chiffres seulement suffisent à mesurer la portée du moment. 7 ans d'attente, 75% des terres encore détenues par la minorité blanche. Ce déséquilibre n'est pas un résidu du passé. C'est la plaie centrale que Malema s'emploie à rouvrir. À ses yeux, la question de la terre n'est pas économique. Elle est existentielle. Sans restitution, la liberté reste incomplète. Cette conviction explique pourquoi, autour du tribunal, les drapeaux rouges de l'EFF se lèvent comme des flammes. Ce jour-là, la foule ne défend pas seulement un homme, mais la mémoire d'une promesse trahie. Chaque slogan reprend les échos de Mandela, de Sankara, de ceux qui ont cru qu'un continent pouvait se gouverner lui-même. Et, au milieu de ces voix, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un mot passe, symbole d'une Afrique décidée à posséder ce qu'elle produit. L'affaire Malema n'est donc pas un procès isolé. Elle traduit une tension plus large entre l'ordre juridique, hérité de l'Empire, et la légitimité populaire née des luttes de libération. Les procureurs brandissent la loi, le peuple réclame la justice. Ce contraste, c'est le moteur invisible du drame, car juger Malema, c'est aussi éprouver la solidité du contrat social sud-africain, la promesse faite, il y a 30 ans, qu'égalité rimerait avec dignité. À travers les caméras du monde, le tribunal devient miroir d'un continent. Ce qui s'y joue dépasse les frontières. C'est le test d'une conscience collective. Si la peur triomphe, le silence gagnera d'autres capitales. Mais si la vérité s'impose, même sous les chaînes, alors peut-être qu'une autre Afrique s'éveillera. Dans la foule compacte qui entoure le palais de justice, un ancien mineur, béret rouge vissé sur la tête, murmure qu'il est venu pour l'homme qui parle comme nous. Cette phrase, simple et brute, résume pourquoi Julius Malema n'est pas qu'un accusé. Il est devenu le miroir d'une génération à qui l'on a promis la liberté mais jamais la terre. Autour de lui, les visages se confondent de jeunes diplômés sans emploi, mères de famille, paysans déplacés. Tous ont reconnu dans ces mots l'écho de leur propre combat. Leur guide, ce n'est pas un saint, mais un traducteur des colères.
Comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Malema comprend que la rhétorique seule ne suffit plus. Il faut transformer l'indignation en mouvement. Sous sa bannière rouge, des milliers de Sud-Africains redécouvrent une idée oubliée, que la dignité ne s'obtient pas par la charité mais par la souveraineté. Cette conviction s'est répandue comme une onde, reliant les townships de Johannesburg aux rues d'Ouagadougou. Le premier impact est déjà visible. Une politisation nouvelle, une jeunesse qui lit la loi non comme un carcan, mais comme un outil à reconquérir. L'effet est viral, au sens noble du terme. Là où hier régnait la lassitude et le désenchantement, se glisse aujourd'hui une forme de fierté, un retour de la parole. Car ce procès, paradoxalement, redonne à l'Afrique du Sud ce qu'elle risquait de perdre, le sentiment d'être encore capable de choisir son destin. Alors, la question se pose, nue et tranchante. Et si la véritable victoire n'était pas dans le verdict, mais dans la conscience qui l'a réveillée? Tout commence par une étincelle, un geste presque anodin. En 2018, lors d'un rassemblement politique, Julius Malema aurait tiré une balle en l'air pour galvaniser la foule. C'est ce moment que les procureurs brandissent aujourd'hui comme preuve d'un danger public. Mais, derrière l'accusation formelle, la chronologie dévoile une autre histoire, celle d'un pouvoir qui redoute plus les mots qu'une arme. Durant 7 années, la procédure s'est étirée, lente et pesante, comme si chaque audience servait moins à juger qu'à fatiguer la résistance. Les témoins se succèdent, les preuves vacillent, mais le but demeure, contenir le symbole avant qu'il ne devienne contagieux. En parallèle, la rue s'est transformée en arène. Chaque comparution de Malema attire des milliers de partisans vêtus de rouge, scandant que la terre n'appartient pas aux héritiers de l'Empire. Le marteau du juge répond au tambour des slogans. La police encercle, les hélicoptères grondent, mais l'élan ne faiblit pas. À mesure que les mois passent, le procès prend la forme d'un duel à 3 dimensions, juridique, politique et morale. Car ce qui se joue, c'est la définition même de la liberté en Afrique du Sud. Puis vient le tournant. À l'extérieur du tribunal, une banderole s'élève, portant 2 visages, Julius Malema et Ibrahim Traoré. En quelques jours, les images traversent le continent. À Ouagadougou, à Dakar, à Accra, les jeunes militants africains reprennent le mot d'ordre. Ils craignent notre courage, pas nos délits. L'affaire Malema cesse d'être nationale. Elle devient un signal continental. Les chancelleries s'en inquiètent. Les médias occidentaux s'en emparent. Chaque titre renforce la polarisation. Tribune radicale pour les uns, voix de la dignité pour les autres. C'est alors que survient le climax. La veille du verdict, la capitale se teinte de rouge. Des bus entiers convergent vers Pretoria, remplis d'ouvriers, d'étudiants, de paysans. Sous les chants de libération, les visages brûlent de détermination. Prison ou mort, c'est un insigne d'honneur, déclare Malema avant d'entrer dans le tribunal. Son poing levé devient l'instant suspendu de l'histoire. Ce jour-là, le palais de justice cesse d'être un lieu de procédure pour devenir un théâtre de mémoire. Mais la déflagration la plus forte n'est pas dans la rue, elle est dans les consciences. L'État croit réaffirmer son autorité. Il rouvre, au contraire, les plaies de l'injustice foncière, réveillant un feu dormant depuis des décennies. Et quand la journée s'achève, un frisson parcourt le continent. Ce procès, censé réduire un homme au silence, vient de lui offrir la tribune la plus vaste, celle du peuple. Et si finalement l'arme la plus redoutée n'avait jamais été un pistolet, mais la parole rendue à ceux qu'on avait oubliés. L'accusation repose sur des chiffres simples, mais leur lecture raconte une histoire plus vaste. Avant 2018, l'EFF de Julius Malema représentait à peine 6,3% du Parlement sud-africain. Aujourd'hui, il frôle 11%, un bond de presque 80%. En parallèle, la confiance dans le parti au pouvoir, l'ANC, est tombée de 62% à 47%.
Ces écarts ne sont pas abstraits. Ils traduisent un déplacement du centre moral du pays. Là où la politique se voulait gestion, elle devient revendication. Là où la démocratie semblait stabilisée, elle tremble sous la pression d'une génération impatiente. Chaque chiffre est une mèche. Derrière ces pourcentages, des millions d'électeurs qui voient Nasikwaa dans Malema une voix capable de nommer les fractures, la terre, l'emploi, la dignité. Les analystes qui tentent de réduire le EF à un simple populisme oublient une donnée essentielle. Près de 75% des terres agricoles demeurent aux mains d'une minorité blanche. Tant que cette disproportion subsiste, chaque discours sur la réforme agraire devient une charge de vérité. Et c'est cette vérité que la justice tente, peut-être malgré elle, de juger. Mais les chiffres les plus parlants viennent de la rue. Selon les autorités, plus de 30 000 personnes se sont rassemblées à Pretoria le jour du procès. Les ONG estiment le double. Sur les réseaux sociaux, les hashtags de soutien ont dépassé 4 millions d'occurrences en 4 jours. Ce n'est pas un hasard. C'est la manifestation d'une solidarité transnationale qui relie Johannesburg à Ouagadougou, Port-au-Prince ou Bamako. Ibrahim Traoré lui-même, en évoquant la souveraineté africaine, nourrit cette dynamique par effet de miroir. Deux scènes, un même discours, un même refus d'obéir. Pour les économistes, ces indicateurs dessinent une fracture économique et symbolique. D'un côté, une élite financière arrimée aux standards occidentaux. De l'autre, une population jeune, urbaine, connectée, qui refuse la résignation. Ce delta-là, l'écart entre promesses et réalité, explique la vigueur de la mobilisation. Ainsi, le procès Malema devient un graphique vivant. La ligne de confiance dans l'État descend, celle de la colère civique monte. Et entre les deux, se dessine le futur incertain d'une nation qui ne sait plus si sa démocratie protège ou punit. Ces chiffres, bien plus que les plaidoiries, révèlent l'essentiel. Ce n'est pas l'homme qu'on juge, mais le rapport d'un peuple à sa propre dignité. Les critiques de Julius Malema affirment que son discours attise les divisions raciales et menace la stabilité économique d'un pays encore fragile. Il rappelle que la rhétorique de l'expropriation sans compensation effraie les investisseurs, qu'elle pourrait raviver des tensions que 3 décennies de transition ont tenté d'apaiser. Selon eux, l'ordre doit précéder la justice, sinon c'est le chaos qui s'installe. Ces voix s'appuient sur l'idée que la démocratie sud-africaine, même imparfaite, reste un modèle à préserver contre les aventures révolutionnaires. Mais face à ces arguments, la réponse des partisans s'ancre dans les faits. Comment parler de stabilité quand l'inégalité structurelle demeure, quand la majorité noire continue de vivre sur des fragments de terre, quand le chômage des jeunes dépasse les 50%? Pour eux, refuser de traiter la racine du problème, c'est nourrir une instabilité plus dangereuse encore. L'ordre n'a de sens que s'il protège la justice, pas s'il la retarde. Ibrahim Traoré l'a résumé lors d'une allocution à Ouagadougou. Une nation sans justice sociale n'est qu'une forteresse vide. Cette phrase, reprise dans les manifestations sud-africaines, illustre la jonction d'idées entre deux luttes. Ni Traoré ni Malema ne revendiquent la violence, mais tous deux rappellent qu'une paix sans dignité n'est qu'une trêve sous tutelle. Ainsi, les deux visions se font face. D'un côté, la prudence institutionnelle, de l'autre, la refondation souveraine. L'une craint la fracture, l'autre craint la résignation. Et dans l'entre-deux, le peuple, sommé de choisir quelle peur il préfère affronter, celle du désordre ou celle de l'injustice prolongée. Peut-être qu'au fond, le véritable enjeu n'est pas de savoir qui a raison, mais qui a encore le courage de parler au nom de la vérité. Le silence avant le verdict fut assourdissant. Puis, d'une seule voix, la foule a crié « Ils ne peuvent pas emprisonner la vérité !» Cette phrase, reprise sur des pancartes, a tout changé. En un instant, le procès est devenu un symbole continental, celui d'une Afrique qui refuse d'être jugée selon les règles d'un autre. Les réseaux sociaux explosent. Les images de Pretoria voisinent
celle de Ouagadougou. Ibrahim Traoré y apparaît, drapé de son uniforme, saluant le courage de ceux qui parlent quand les puissants se taisent. L'alliance symbolique est scellée, un tribun civil et un chef militaire, unis par la même défiance envers les empires. Ce moment, que la presse occidentale réduit à un épisode judiciaire, devient dans la mémoire collective un serment de souveraineté. L'histoire bascule, non parce qu'un homme est jugé, mais parce qu'un continent se découvre solidaire. Le lendemain du verdict suspendu, les ondes de choc parcourent 4 cercles distincts, comme les anneaux d'une même tempête. En Afrique du Sud, les réactions se fracturent. Le gouvernement affirme la primauté du droit, tandis que les rues de Soweto, Durban et Johannesburg grondent de colère. Les syndicats, les églises communautaires, les associations d'étudiants descendent dans l'Angleterre. Des banderoles portent à la fois les visages de Julius Malema et d'Ibrahim Traoré. La justice, disent-ils, ne peut être neutre quand la pauvreté a une couleur. Le pays entre dans une tension contenue entre respect des institutions et exaspération populaire. Les marchés réagissent aussitôt. Le rand perd 2 points face au dollar en une journée. Les investisseurs étrangers suspendent des projets miniers. Mais au-delà du court terme, une mutation plus profonde s'amorce. De jeunes entrepreneurs noirs lancent des coopératives agricoles sur les terres disputées. L'économie parallèle se teinte de résistance. Ce que les analystes appellent instabilité devient pour d'autres un réajustement moral. Le message circule. La croissance sans justice n'est qu'un mirage. Dans les townships, l'émotion se transforme en énergie civique. Des rappeurs, poètes et artistes visuels reprennent les paroles de Malema comme des manifestes. Des campagnes de solidarité fleurissent sur les réseaux, liant les villes plus africaines par la musique et les mots. L'esprit de Sankara refait surface, relayé par Ibrahim Traoré, que beaucoup perçoivent comme la continuité vivante de cette lignée d'insoumis. Dans les écoles, les enseignants discutent ouvertement de souveraineté et de mémoire historique, un signe que le tabou s'effrite. Au-delà des frontières, la résonance est immédiate. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, les drapeaux rouges et verts flottent ensemble. Les capitales occidentales publient des communiqués préoccupés par la stabilité régionale. Mais la rue africaine répond « Autrement, nous ne sommes pas une colonie sous tutelle. » Pour la première fois depuis longtemps, le dialogue panafricain semble plus fort que la rhétorique diplomatique. Ces 4 cercles s'alimentent mutuellement. L'économie nourrit la culture alimente la politique réveille la mémoire. Et au centre, une conviction renaît. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un devoir. Julius Malema l'a payé dans la salle d'audience. Ibrahim Traoré le paye dans l'arène internationale, mais tous deux prouvent qu'un peuple éveillé ne peut plus être gouverné comme avant. La vraie question n'est plus s'ils tomberont, mais combien d'autres se lèveront après eux. À Pretoria comme à Ouagadougou, la question n'est plus de savoir si la tempête passera, mais ce qu'elle laissera derrière elle. 3 trajectoires se dessinent pour les 12 mois à venir, 3 visages d'un même destin africain. Le gouvernement sud-africain maintient sa ligne dure. Malema écope d'une peine symbolique assortie de sursis. L'EFF canalise la colère dans les urnes. Le pays connaît des semaines de tension, mais l'ordre institutionnel tient bon. Dans ce cadre, la société civile continue d'exiger une réforme agraire tangible. L'impact immédiat, une consolidation paradoxale du système, à la fois contestée et renforcée. Sous la pression populaire et la médiation de figures panafricaines, dont Ibrahim Traoré, un dialogue inédit s'ouvre entre l'ANC, l'EFF et des représentants communautaires. Les discussions aboutissent à un plan progressif de redistribution des terres et à la création d'un fonds d'investissement africain commun. L'Afrique du Sud se repositionne en pionnière d'un modèle de réconciliation économique.
le symbole d'un continent qui apprend à réparer sans détruire. Le verdict se transforme en martyr. Des émeutes éclatent. L'État renforce la répression. Les fractures s'approfondissent. Les puissances étrangères interviennent sous couvert de stabilité régionale, alimentant la défiance populaire. Dans ce chaos, le mythe Malema se propage, mais la cohésion nationale vacille. Le pays, jadis modèle, devient avertissement. Entre ces trois issues, une vérité demeure. L'avenir dépend moins des institutions que du rapport de confiance entre peuple et pouvoir. Si ce lien cède, aucune loi ne suffira à recoller le tissu social. Si au contraire il se régénère, la crise d'aujourd'hui deviendra peut-être la matrice d'une renaissance. Dans la complexité de ces possibles, une pensée domine. Si la justice enferme la vérité, alors la justice doit être repensée. Car, dans les deux capitales reliées par le même destin, Julius Malema et Ibrahim Traoré rappellent chacun à leur manière qu'une idée, lorsqu'elle touche la dignité, finit toujours par trouver son chemin. Au-delà des discours, l'histoire se mesure à ce qu'elle éveille chez ceux qui l'écoutent. Dans les rues de Johannesburg ou de Ouagadougou, des visages ordinaires racontent cette résonance silencieuse. Une mère de famille dit qu'elle a vu en Julius Malema le fils qu'on tente d'étouffer parce qu'il parle trop fort. Un jeune enseignant du Cap confie qu'il n'avait jamais pensé à la terre comme une promesse volée, jusqu'à ce procès. Et quelque part à Bobo-Dioulasso, une étudiante brandit une pancarte avec le nom d'Ibrahim Traoré, disant simplement « Nous aussi, nous avons compris ». Ces témoignages, épars et sincères, redonnent personne cher à la politique. Ils prouvent que le récit africain n'appartient plus aux chancelleries ni aux analystes, mais à ceux qui vivent les conséquences des décisions. Pour beaucoup, cette affaire devient une leçon sur la dignité. La liberté n'est pas un privilège que l'on accorde, c'est un état qu'on assume. Alors, que peut faire le spectateur, celui qui regarde sans être sur place? D'abord, ne pas détourner le regard. Ensuite, refuser les récits simplifiés. Car comprendre, c'est déjà agir en relayant, en discutant, en refusant l'amnésie. Les grands bouleversements naissent rarement dans les parlements. Ils naissent dans les consciences. Et si cette histoire éveille la vôtre, c'est qu'elle a déjà commencé à changer quelque chose. Face à la crise, trois dynamiques d'action se dessinent, portées à la fois par la rue et par les institutions. Tout d'abord, il faut clarifier la légitimité. Les organisations communautaires et les syndicats appellent à un audit public de la réforme foncière. L'objectif, établir, chiffre par chiffre, l'écart entre promesses et réalité. Ce processus permettrait de retirer le débat des rumeurs pour le replacer dans la transparence. Ensuite, vient la nécessité d'institutionnaliser la souveraineté. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a prouvé qu'un pays peut redéfinir ses partenariats sans renier la coopération. S'inspirer de cette méthode exigeait la réciprocité. Pas l'isolement devient une piste pour l'Afrique du Sud. Dans ce modèle, chaque ressource stratégique, terre, or, énergie, doit être gérée selon un principe de propriété partagée avec les communautés locales. Puis, il faut former et transmettre les valeurs et la mémoire. L'une des faiblesses de toute révolution est la mémoire courte. Il faut enseigner, documenter, traduire l'histoire des luttes, afin que chaque génération sache d'où elle vient. Des programmes de culture civique soutenus par les universités et les médias indépendants peuvent faire de la conscience politique une matière vivante, non un souvenir. Enfin, il convient de mesurer l'impact de ces transformations. Créer un indice de souveraineté nationale, une métrique qui ne se calcule pas seulement en PIB, mais en degré d'autonomie alimentaire, énergétique et culturelle. Car, comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, on ne défend bien que ce que l'on comprend. La solution n'est donc pas un miracle extérieur, mais une discipline intérieure. Apprendre à se gouverner en vérité. Lorsque le vacarme des tribunaux s'estompe,
Il reste le silence des peuples qui comprennent, sans qu'on leur explique. Dans ce silence, les mots de Julius Malema et d'Ibrahim Traoré se répondent, tels comme deux battements d'un même cœur africain. Le premier affronte la justice des puissants, le second la guerre des influences, mais tous deux marchent sur la même ligne de feu, celle de la dignité. On revoit alors la vieille femme du tribunal, poing levé, murmurant « Ils peuvent enchaîner les hommes, pas leurs idées ». Cette image, fragile et immense, devient le rappel du prix que coûte la liberté. Et soudain, les frontières se dissolvent. Pretoria, Ouagadougou, Accra, Bamako, une seule Afrique qui respire d'un même souffle. Parce qu'à la fin, il ne s'agit plus de Malema, ni de Traoré, mais de ce que chacun d'eux a réveillé. La certitude que l'histoire appartient à ceux qui refusent de baisser la tête. La vérité, elle, ne se juge pas, elle se propage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose, dans cette histoire, a résonné en vous. Peut-être un mot, un visage, un écho de colère ou d'espérance. Ce récit n'appartient pas à ceux qui l'écrivent, mais à ceux qui le prolongent. Chaque partage, chaque discussion, chaque doute formulé est une façon de refuser le silence. Aujourd'hui, Julius Malema et Ibrahim Traoré incarnent deux visages d'un même choix, celui de ne plus subir. Mais ce combat n'est pas celui de quelques figures charismatiques, c'est celui de millions d'Africains qui veulent se décider de leur propre avenir, sans permission. Alors, parlez-en. Posez la question autour de vous. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre ce que nous croyons juste ? Car la vérité, lorsqu'elle circule, devient plus forte que toutes les sentences. Et peut-être qu'un jour, grâce à ces voix rassemblées, l'Afrique cessera de demander la liberté pour simplement la vivre.